Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 27 novembre. En Palestine occupée et au moment où des dizaines de Palestiniens se font asphyxier à Jenin par les forces d'occupation sionistes, la question palestinienne est défendue à Madrid au congrès de l'Internationale socialiste. Au Maroc et à quelques jours d'une marche nationale prévue le 4 décembre à l'appel du Front social marocain, le régime traque opposants et journalistes, notamment sur les réseaux sociaux. Présidentielle en Guinée équatoriale, le chef de l'État Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis 1979, rafle quasiment tout. Il est réélu avec un score de près de 95%. Au Venezuela, le pouvoir et l'opposition signent à Mexico un second accord partiel en matière de protection sociale. Washington annonce dans la foulée un allègement de son embargo pétrolier. Bonsoir à tous et avant de développer ces titres, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce dimanche un conseil des ministres où il a ordonné notamment l'ouverture immédiate d'une enquête pour identifier les responsabilités à tous les niveaux quant à la dégradation du secteur des transports de marchandises maritimes et aériens et a ordonné également la fusion de la CNAN Med et CNAN Nord, des détails que nous retrouverons dans nos prochaines éditions. Je vous en parlais en titre, asphyxiés. C'est ainsi que des dizaines de Palestiniens ont terminé leur soirée hier après un assaut des forces d'occupation sionistes dans les villages de Roumana et Djaba, dans le gouvernorat de Jenin, en Cisjordanie occupée. Une opération qui s'est soldée également par l'arrestation d'un jeune Palestinien. Le point avec Neila Hamouda. Les forces sionistes accentuent leur escalade dans les territoires palestiniens occupés. Des dizaines de Palestiniens ont été asphyxiés par du gaz lacrymogène lancé par l'occupant lors d'un assaut dans les villages de Roumana et Djaba, dans le gouvernorat de Jenin, en Cisjordanie occupée. Ils ont tiré des bombes de gaz lacrymogène sur les habitants, leurs maisons et la mosquée du village. L'entité sioniste intensifie ses campagnes d'arrestation et d'agression dans les territoires occupés. Aujourd'hui, les forces d'occupation ont mené 5 arrestations dans différentes régions en Cisjordanie occupée et à Al-Quds occupée. Ces arrestations sont souvent accompagnées de la dévastation des maisons, d'agressions et d'intimidation des citoyens, surtout les enfants et les femmes. Des violations qui ne cessent de prendre de l'ampleur. De nombreuses mosquées et écoles ont été attaquées par des colons sionistes sous la protection des forces d'occupation, faisant des dizaines de blessés et des dégâts matériels. Face à ces répressions dangereuses, le peuple palestinien se retrouve encore une fois livré à lui-même. Des férocités vivement condamnées par le gouvernement palestinien qui a déploré le silence et l'indifférence de la communauté internationale face à la poursuite de ces attaques odieuses. Et les forces d'occupation sionistes ont agressé sauvagement hier soir 2 enfants dans la région de Bab al-Hamoud à Al-Quds occupée. Avant de les arrêter, les 2 enfants ont été emmenés au centre de détention de la ville. Nous l'évoquions également en titre, la question palestinienne au menu du 26e congrès de l'Internationale socialiste. Le parti espagnol a appelé à Madrid tous ses membres à prendre des mesures concrètes immédiatement pour sauver les perspectives de paix durable et juste entre la Palestine occupée et l'entité sioniste. Dans l'actualité également, l'envoyé personnel du secrétaire général du Sahara au Sahara occidental, Staffan de Mistura, a confirmé qu'il n'abandonnerait pas sa mission avant d'avoir trouvé une solution juste à la question sahraoui. C'était dans une interview qu'il a accordée à la radio des Nations Unies.
Au Maroc, plus de 30 organisations qui composent le Front social marocain se préparent à protester contre la hausse des prix des produits de base et du carburant. Le Front social a annoncé qu'il organiserait une marche nationale le 4 décembre dans la capitale marocaine, Rabat, pour dénoncer également les conditions déplorables dont souffrent les catégories les plus défavorisées. Et les réseaux sociaux, nouveau terrain de jeu du régime marocain, la stratégie est claire, influencer l'opinion publique internationale d'une part et discréditer ses opposants d'autre part. DFR Lab et Global Reporting Center ont mené une enquête pour lever le voile sur les pratiques du régime marocain. Mohamed Wali Ben Chaban. La campagne de répression sur les réseaux sociaux à l'encontre des journalistes marocains emprisonnés et certains opposants à la politique marocaine s'accentue. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent les pratiques criminelles de Merzane, abus, diffamation et dossiers montés de toutes pièces pour traîner dans la boue toute voix qui pourrait s'élever contre le régime marocain. Pour en savoir plus sur cette campagne de bureaux d'analyse internationaux, le DFR Lab associé au Global Reporting Center se sont investis pour enquêter sur cette affaire. Il en ressort que 43 comptes Facebook utilisés par les services secrets marocains pour dénigrer l'opposition ont été bannis par l'entreprise Meta de Facebook. Les enquêteurs entendent rendre publics les résultats et démasquer les pratiques de Rabat, qui, faut-il le dire, ne sont pas nouvelles. L'administration Meta a déjà suspendu des centaines de comptes sur Facebook et Instagram en 2021, liés directement aux comptes diffamatoires utilisés par les services. Cette enquête a également révélé au grand jour la désinformation employée par le Maroc pour contrecarrer les accusations sur son usage du logiciel d'espionnage Pegasus et faire face à l'enquête d'Amnesty International sur cette affaire. Les comptes découverts sont le meilleur moyen pour Rabat de mener sa guerre cybernétique contre ce qui vient contredire le Merzane. En plus des récits ciblant les journalistes marocains emprisonnés, les comptes rendus ont fait état d'attaques vigoureuses contre d'autres défenseurs des droits humains et des citoyens marocains critiques à l'égard du régime. La répression et la persécution semblent être la meilleure des armes pour un régime en perte de vitesse. Et pendant ce temps, la drogue marocaine continue de circuler en grande quantité. En Espagne, la police nationale espagnole a annoncé le démantèlement dans la commune de Villagarcía de Arousa, en Galice, au nord-ouest du pays, d'un groupe criminel spécialisé dans le trafic de drogue ayant des liens avec d'autres organisations criminelles dans plusieurs pays, dont le Maroc. Le trafic de drogue en provenance du Maroc ne cesse de défrayer la chronique en Espagne et des saisies de quantités importantes de hashish sont souvent signalées. Dans l'actualité également de ce dimanche, la République démocratique du Congo vit au rythme des attaques armées. 5 personnes, dont un colonel de l'armée congolaise, ont été tuées dans une attaque menée par des miliciens dans une ville de l'est du pays. Butembo avait été secoué fin juillet par des violences lors des manifestations meurtrières contre la présence des casques bleus des Nations Unies. Et je vous le disais en titre, en Guinée équatoriale, le chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis 1979, a été réélu sans surprise avec un score de près de 95% à l'élection présidentielle, selon les résultats officiels annoncés par la Commission électorale nationale. Outre l'élection présidentielle, le tout-puissant Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDGE, et sa coalition ont raflé l'ensemble des 100 sièges des députés et des 55 sénateurs mis en jeu lors des élections législatives et locales qui se tenaient simultanément.
Les résultats du scrutin général de cette élection acceptent et proclament solennellement son Excellence Obiang Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale pour un mandat de 7 ans. Ces résultats sont incontestables parce que la réalité, tout le monde l'a vécu pendant la campagne et les résultats sont la réalité qu'exprime le peuple de la Guinée équatoriale sur son président mais aussi sur la voie qu'il veut suivre à l'avenir. Dans l'actualité aussi, une dizaine de personnes sont encore recherchées ce dimanche sur l'île italienne d'Ischia à la suite d'un glissement de terrain qui a fait au moins une morte, une catastrophe naturelle au sujet de laquelle le gouvernement s'est réuni ce dimanche. Une vague de boue et de débris provoquée par de fortes pluies a dévasté hier la petite ville de Casamicciola Terme dans le nord de l'île située au large de Naples. Nous craignons qu'il y ait d'autres victimes, mais pour l'instant, le bilan est d'un mort, le corps d'une femme retrouvé par nos équipes. Mais pour l'instant, il n'y a aucun autre mort. Certaines maisons ont été emportées par la boue et vous pouvez le voir ici sur le front de mer. Il y a d'énormes rochers, ils ont été transportés par le glissement de terrain depuis la colline. Je vous le disais en titre, au Venezuela, le pouvoir et l'opposition ont signé hier à Mexico un second accord partiel en matière de protection sociale, au terme de négociations suivies de près par les États-Unis, notamment les représentants du président Nicolás Maduro et de l'opposition ont signé cet accord au terme de la reprise des négociations suspendues depuis 15 mois. Conformément à ce qui a été convenu le 6 septembre 2021, les partis ont formellement constitué la table nationale d'attention sociale, un organe technique auxiliaire de la table de dialogue et de négociation qui travaillera à la mise en œuvre d'actions et de programmes spécifiques pour la protection sociale du peuple vénézuélien. Et la signature de cet accord partiel pourrait laisser entrevoir un soulagement pour l'économie vénézuélienne. D'ailleurs, Washington a annoncé la couleur en annonçant donc un allègement de son embargo pétrolier. Cette séquence ouvre une nouvelle étape dans la région latino-américaine et caribéenne, balayée par un vent de changement. Sofiane Baroudi. Le gouvernement vénézuélien et la coalition d'opposition sont parvenus à un accord partiel lors de pourparlers tenus dans la capitale mexicaine. Le dialogue politique intervénézuélien a débouché sur un accord dit social, permettant de débloquer des fonds légitimes de la République bolivarienne du Venezuela retenus dans le système financier international. Ceci concrétisera la mise en application de l'accord convenu entre les deux parties. C'est ce qu'affirme Dag Nylander, directeur du Centre norvégien pour la résolution des conflits et médiateur de ces négociations. Ce dialogue qualifié de triomphe politique représente un espoir pour toute l'Amérique latine. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie mexicaine, Marcelo Ebrard. Washington a également annoncé via un communiqué du département du Trésor autoriser la firme Chevron à reprendre les activités de son partenariat pétrolier avec PDVSA, la société d'État vénézuélienne, et à négocier les termes de ses futures activités au Venezuela. Ce pas représente un allègement de l'embargo pétrolier imposé à Caracas depuis 2019, dans la droite ligne des politiques de sanctions économiques maximales infligées au Venezuela depuis 2017. La détente entre Washington et Caracas s'explique sans doute d'abord par la crise énergétique planétaire engendrée par le conflit de haute intensité en Ukraine. Pour rappel, le Venezuela détient des réserves en hydrocarbures parmi les plus importantes du monde. Un autre facteur est peut-être le vent de changement dans le sous-continent américain, incarné par l'arrivée ou le retour au pouvoir de plusieurs mouvements de gauche proches du président vénézuélien Nicolás Maduro, comme l'illustre dernièrement l'investiture de Lula au Brésil et de Gustavo Petro en Colombie. Dans le même sillage, Caracas a accueilli simultanément, pour parler de Mexico, les négociations entre le gouvernement colombien et l'Armée de libération nationale ELN, avec pour objectif la paix dans ce grand pays sud-américain, souffrant des affres de la violence politique depuis de longues décennies. Allez, direction le Qatar pour parler de la Coupe du Monde. Tout d'abord, et dans le groupe E, à suivre ce soir le choc, la finale avant l'heure qui mettra aux prises l'Espagne et l'Allemagne. Défaite interdite pour la nationale Mannschaft. Dans le même groupe, le Japon s'est incliné cet après-midi face aux Costa-Ricains, 1-0. Tout reste à faire pour la sélection nippone.
Et dans le groupe F, à présent, la Croatie se rassure et se relance en s'imposant face au Canada. 4 buts à 1 et rejoint le Maroc en tête du classement. Ce dernier vainqueur à la surprise générale de la Belgique, 2-0. Et voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur AL24 News. Excellente soirée à tous.